Eh ben, bonjour à tous, merci de prendre le temps de venir échanger avec nous, donc on va faire en duo, avec Mathieu. Moi, je suis Thomas, Thomas Husson, je suis vice-président et analyste dans un cabinet, qui s'appelle Forrester, qui est un cabinet indépendant. Je travaille depuis une vingtaine d'années là-bas, plutôt sur les fonctions métiers, marketing, expérience client, mais depuis, 5 ans sur la problématique, environnement. Et donc, on va parler de l'intersection IA et environnement. Et comme le disait Mathieu, on n'a pas la science infuse, on n'a pas les réponses, mais on a des éléments pour construire un peu un dialogue avec vous. Et comme on n'est pas nombreux, l'idée c'est que vous nous interrompez quand vous voulez. On déroulera peut-être pas tout ce qu'on a comme contenu parce qu'on en a beaucoup. Mais l'idée c'est plus de répondre à vos questions éventuelles. Voilà, donc Mathieu Barbeau, on s'est connus tout petit professionnellement, parce on faisait partie des gens qui croyaient très fort à la téléphonie mobile. Donc on bossait dans une ancienne start-up qui s'appelait Bouygues Télécom, au tout début de Bouygues Télécom, quand la téléphonie mobile, ça intéressait pas grand monde. Oui, ça existait. Et on croyait à prendre des photos avec son téléphone, aller sur Internet, quand les tests consommateurs, par exemple, nous disaient que ça intéressait personne. Donc on est un peu technophile quand même. Et moi, j'ai beaucoup bossé dans ce milieu-là, puis ensuite j'ai fait un shift, j'ai bossé en développement durable, en sortant par exemple le premier reporting extra-financier du groupe Bouygues en 2011, et le premier reporting carbone en scope 3, pour ceux que ça, le scope le plus large, donc ça, dans ces années-là. Et ensuite, j'ai beaucoup bossé en innovation. Et notamment, je fais beaucoup de coaching de projets à impact positif. Voilà. Voilà d'où on vous parle. Et voilà comment on introduit le sujet. Alors, je vais vous présenter quelques éléments de contexte, et puis on va aborder en fait 2 grands sujets. On va aborder le sujet Green AI, comment on peut avoir une IA plus frugale, et puis justement ce qui va nous intéresser un peu plus là dans le dialogue avec vous, c'est AI for Green, c'est-à-dire l'IA au service de l'environnement. Il y a les 2 facettes qui sont toujours assez liées. Alors moi, je travaille dans un cabinet anglo-saxon et je travaille beaucoup en anglais, donc les slides sont en anglais, on a un jargon parfois un peu technique, donc s'il y a des mots que vous comprenez pas, s'il y a des choses que on n'a aucune idée de votre niveau de maturité du sujet, ni sur l'IA, ni sur Scope 1, 2, 3, ACV, est-ce que ça parle à quelqu'un ou est-ce que c'est un jargon obscur, donc vous nous interrompez si vous ne comprenez pas ou si on n'est pas clair. Euh, le premier point, je voudrais rappeler, juste faire un petit flashback, puisque tu parles 2008. 2008, moi, c'est l'année où j'ai rejoint la société pour laquelle je travaille. Et il y a l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'IA, on en parlait déjà, ça fait longtemps qu'elle existe. C'était le deep learning, le début de Google Translate, c'était plutôt IBM et Jeopardy, mais c'était pas quelque chose de massif, c'était pas du grand public. Et à l'époque, c'était plutôt, tu le disais, le mobile, c'était le lancement de l'App Store. Et en fait, si on fait un bond 17 ans après, je m'en souviens aussi parce que c'est l'année de naissance de ma seconde fille, qui a 17 ans aujourd'hui, et je me suis amusé récemment, avec son accord, à prendre une capture de son smartphone. Et donc, forcément, il y a plein de trucs qui n'existaient pas à l'époque, Snap, Insta, TikTok, etc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le bouton téléphonie, comme tous les jeunes, ça ne sert pas. Mais par contre, elle a un bouton ChatGPT. Donc, parce qu'elle l'utilise au quotidien. Pour tout un tas de choses. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Moi, ça m'inquiète un peu en tant que père. Donc, on a eu une petite discussion en disant, attention, l'information, voilà comment elle est, ça a un impact environnemental. Qu'on fait une requête, vous savez probablement, sur ChatGPT, c'est à peu près en termes de consommation énergétique. Ça varie selon les estimations, mais c'est entre 5 et 10 fois plus qu'une simple requête Google. Après, voilà, il faut mettre les choses en perspective, parce que qu'est-ce que ça représente finalement un transfert de data, un mail. Parfois, on s'excite un peu en disant, oh là là, j'envoie plus de mails parce que c'est mauvais pour la... Enfin, il faut faut aussi remettre les choses en perspective. Le vrai enjeu environnemental, il est beaucoup sur les devices, sur les serveurs, etc. Mais tout ça pour dire qu'en fait, l'IA, elle est devenue massive, elle est visible, elle est partout. Et ça va s'accélérer beaucoup parce qu'à l'époque, il fallait des smartphones, il fallait acheter du hardware, il fallait acheter des PC. Sauf qu'en fait, maintenant, l'IA, elle est embarquée. On fait de l'IA sans le savoir. C'est un peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose. Elle est dans tous les logiciels, elle va être dans tous les logiciels, elle est dans Meta, elle est dans FX, elle est dans des Photoshop, elle est partout, et on n'a pas besoin de hardware. Et donc, ça va s'accélérer, on est sur des niveaux d'usage qui sont
à peu près en usage quotidien du même niveau que l'usage de les smartphones à l'époque. Donc on est sur un point de rupture. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? C'est justement pour ne pas parler de ce dont on parle tout le temps avec l'IA, c'est des gains de productivité. Parce que oui, l'IA, ça va être des gains de productivité, ça va changer énormément de choses, c'est une rupture fondamentale de énormément d'impacts sociétaux, environnementaux, mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ça va être une nouvelle interface, en fait. Et en fait, vous avez appris à zoomer, à pincher, à utiliser un smartphone, sauf que là, avec l'IA, ça va aller beaucoup plus vite, puis ça va être beaucoup plus naturel, parce qu'en fait, s'il y a une chose à retenir, c'est que la machine, elle a avalé la pierre de Rosette. Elle sait parler, elle sait détecter l'environnement, et elle maîtrise ce qui fait de nous des humains, c'est le langage. Et donc, ben oui, le vocal, ça fait déjà quelques années qu'on en parle, mais il va se développer et on va être sur du multimodal. Et en fait, il y a toujours eu des ruptures technologiques comme ça dans l'histoire. La télé, elle a explosé quand il y a eu la télécommande. Le PC, quand il y a eu l'écran, la souris, et les interfaces graphiques. Là, les smartphones, c'est avec les apps et les touchscreens, des écrans tactiles. Là, on va avoir des agents IA, on va avoir des interfaces multimodaux et la friction homme-machine, elle va exploser. Et donc, du coup, en fait, il va y avoir un usage qui va profondément modifier. Donc, c'est pas la peine de dire... en fait, le phénomène est enclenché, il va arriver, il est en train de se déployer massivement et il n'y a pas moyen, je pense, de l'arrêter. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec et pour quels usages? Et malheureusement, vous l'avez peut-être vu, tous ces trucs qui ont beaucoup circulé, les fameux starter packs, les versions un peu Ghibli sur les dernières versions sur ChatGPT, ça a un petit côté très fun, c'est marrant. C'est vrai, Kylian Mbappé, on fait son mini-moi, il y a un petit côté identitaire, ça fait beaucoup sourire, beaucoup rire. Et puis c'est vrai que c'est un peu magique, ça fonctionne très bien, et donc on se dit, ah, c'est cool, c'est marrant, on le partage. Sauf que très rapidement, en l'espace de 2 semaines, il y a eu 700 millions de partages, on est à plus d'1 milliard aujourd'hui. Et en fait, quand vous réalisez ce que ça représente en termes d'impact environnemental, en fait, c'est pas neutre. L'ordre de grandeur, ces ordres de grandeur, c'est pour produire une image comme ça sur ChatGPT, c'est l'équivalent à peu près d'une recharge d'un smartphone. C'est-à-dire que vous mettez à charger votre smartphone le temps qu'il soit plein, donc ça consomme quand même de l'électricité. Et puis en fait, tout ça, ça passe par des serveurs, dans des data centers, et pour refroidir le serveur, il faut de l'eau. Et donc juste générer une image, il y a différents calculs qui ont été faits qui sont... Il y a si vous ne connaissez pas, il y a un nom à retenir dans ce domaine-là, qui est une chercheuse, Sacha Lucioni, qui travaille chez Hugging Face et qui est responsable climat chez Hugging Face, qui fait pas mal référence sur ces sujets-là, et tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est à 3 litres d'eau. Bon, voilà, ça donne... En fait, c'est juste pour dire, aux yeux, on envoie une date, on envoie des données, on fait un truc, c'est fun, c'est marrant, mais il n'y a pas de matérialité, c'est digital, c'est virtuel. Mais si, il y a une matérialité du digital, parce que c'est des machines, c'est des serveurs, c'est des terres rares qu'il y a derrière, ça a un impact sur l'environnement, c'est de l'eau, donc c'est des choses très concrètes au niveau de l'environnement. C'est 3 litres d'eau. Ouais, pour générer, quand vous faites une image comme ça sur un starter pack, c'est entre 3 et 4 litres d'eau. Juste pour enfin, c'est pas neutre. C'est étonnant. trop de consommation d'eau, t'as du mot une personne Voilà. fait. Ouais. Ah oui. Oui, c'est monstrueux. Ouais. Donc c'est pour ça. Après, il y a la question des usages et les gens sont pas forcément toujours au courant de ça. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'éducation à avoir. Mais en fait, si vous mettez bout à bout, évidemment, c'est pas l'usage de la consommation qui a fait ça, et les données que je vais partager là, c'est des données qui ont eu lieu, j'ai envie de dire, pour l'essentiel, avant la vague de l'IA générative pour l'essentiel. Mais en gros, vous avez quand même le patron d'ARM, c'est une boîte qui fait des puces, et tous les grands patrons de ces boîtes-là ont dit, en fait, ça consomme une énergie folle. Et quand vous discutez avec des gens, moi je fais beaucoup d'interviews de dirigeants et on a des discussions assez pointues, stratégiques sur ce que ça va donner. En gros, ils vous disent, pour faire de l'IA avec les enjeux d'infrastructure qui sont déployés, on ne peut pas le faire sans le nucléaire. Il va falloir investir à fond dans le nucléaire, et vous avez peut-être suivi l'actualité, Microsoft et d'autres ont par exemple fait réouvrir pour s'approvisionner de l'énergie nucléaire une centrale nucléaire, 3 Mile Island, qui avait été fermée. Et en fait, potentiellement, j'ai discuté avec des gens qui travaillent dans cet univers-là, dans le nucléaire, et qui disaient, il y a une option à ce que stratégiquement, les GAFAM, puisqu'ils ont les poches assez pleines et beaucoup d'argent, investissent la filière nucléaire pour produire l'énergie, ce qui va poser des questions de souveraineté, parce que en France, en général, c'est l'État qui dit, il y a EDF, mais bon, on investit dans le nucléaire, c'est des enjeux colossaux, minières de souveraineté, parce qu'il y a le nucléaire civil, puis il y a le nucléaire militaire. Donc c'est pour vous donner quand même une idée que potentiellement à 5-10 ans, ces boîtes-là pourraient racheter des acteurs privés du nucléaire.
Et puis, sur les émissions de carbone, super, on est les meilleurs, on va réduire, on va être neutre en carbone, on va être même carbone positif en 2030, blablabla, blablabla. Et vous regardez, en fait, sur 30% d'émissions de carbone en plus pour Microsoft et 48%, donc quasiment 50% d'augmentation sur les 5 dernières années pour Google. Et pourquoi? Pas uniquement à cause de l'IA, mais principalement à cause des data centers. Et encore, sur la plupart de ce temps-là, il n'y a pas eu les usages massifs qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est sur de l'IA dite prédictive classique et pas sur de l'IA générative. Et du coup, le dernier rapport qui fait date et qui est le plus sérieux sur tous ces sujets-là, et que je vous recommande de lire si le sujet vous intéresse, on vous a mis la référence ici, c'est le rapport de l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, qui a modélisé ces enjeux-là et qui dit finalement la consommation d'énergie des data centers va doubler, est partie pour doubler d'ici 2030 et représenter 3% de la demande électrique mondiale. Alors quand on dit ça comme ça, 3%, c'est pas énorme. Et c'est vrai, finalement, si l'IA permet de faire plein de choses positives, c'est pas très grave. Si c'est juste pour envoyer, entre guillemets, je caricature à l'extrême, je force le trait, des starter packs, ça va poser des problèmes. Et pour vous donner des ordres de grandeur, je ne sais pas si vous avez en tête, l'ADEME, pareil, c'est une bonne source, une bonne référence, prévoit que, aujourd'hui, l'évaluation, c'est que le secteur de l'IT en général, de l'informatique, des technologies, c'est de l'ordre de 3 à 4% des émissions de carbone. En France, pour vous donner des ordres de grandeur, c'est l'équivalent on parle souvent de prendre l'avion comme comparatif, c'est l'équivalent des émissions de carbone de l'aviation civile. Donc, ça devient matériel, ça devient vraiment important. Après, il faut resituer ça, je pense, dans des enjeux si je parle des limites planétaires, ça parle à tout le monde. Je vois ceux qui travaillent dans l'environnement, les limites planétaires, il y en a 9, c'est pas que l'enjeu du climat, c'est aussi des ressources en eau notamment, et plein d'autres limites liées à finalement le fait que la planète elle est finie et non, on ne peut pas entre guillemets tout exploiter et tout ne se régénère pas comme ça. Et en fait, du coup, ce que ça veut dire, c'est que si vous regardez un pays comme l'Irlande, et c'est pareil, je vous ai mis la source parce que c'est un autre, en français pour le coup, le Shift Project que vous devez connaître si vous êtes sensible à l'environnement, a publié un rapport intermédiaire qui est justement en open source et qui est ouvert où on peut faire des contributions auprès de l'équipe. Et quand vous regardez l'Irlande, en fait, c'est un des pays qui a le plus de data centers en Europe parce qu'ils ont une politique d'attractivité là-dessus. Et en fait, vous regardez là, la majeure en bleu, c'est justement les gigawatts en heure en comparaison de la consommation électrique et l'énergie rurale et de l'énergie urbaine. Et donc, vous voyez que sur les dernières années, on a dépassé finalement la consommation, les besoins énergétiques. Donc, ça représente c'est l'ordre de grandeur, c'est 1%. Donc là, on n'est pas à 3%, on est à 1%. Donc évidemment, c'est une moyenne, les 3% dont se parlait extérieur au global, et ça va poser des questions de ressources, d'équilibre. Comme vous avez eu il y a quelques années à Taïwan, en 2021, il y a eu une sécheresse. Et en fait, pour Taïwan, c'est important parce que c'est eux qui font toutes les puces pour l'ensemble de l'industrie et un acteur qui s'appelle TSMC qui fait grosso modo 80% des puces qui est un énorme acteur des puces qui vont dans l'automobile, dans les serveurs, dans plein de trucs. Et en fait, ils se sont posé la question et le gouvernement a décidé de ne pas allouer cette énergie, mais de l'allouer pour l'agriculture, pour les besoins de la population. Donc ça va poser des questions de souveraineté et d'arbitrage vraiment importants. Est-ce que les consommateurs sont au courant de ça ? Nous, on fait beaucoup d'études et les chiffres m'ont surpris, mais c'est plutôt positif, tant mieux, sur poser la question, qu'est-ce qui vous inquiète dans l'IA ? C'est pas des données françaises, c'est des données de mars 2025 sur États-Unis et UK. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux. Mais grosso modo, l'enjeu de la vie privée, ça inquiète. L'enjeu, heureusement, de la désinformation, on est en plein dedans avec les fake news et c'est en train de se passer. L'impact sur finalement, je laisse une IA réfléchir à ma place et je deviens fainéant. Je caricature, j'ai peur pour mon emploi, j'ai peur etc. Et puis, l'environnement, vous voyez, c'est le seul qui est en dessous des 50%. Les gens sont moins au courant de ça
39%, c'est élevé. Je pense que la plupart des gens, si vous faites un sondage dans la rue, ont aucune idée de ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur les starter packs et sont pas éduqués là-dessus. Donc ces chiffres-là, il faut les prendre avec des pincettes, il faut les regarder historiquement comment ils vont évoluer. Et nous, on regarde mois après mois comment ils évoluent. Et donc c'est intéressant de pas la valeur absolue, est-ce que c'est 39% ou 37%, c'est comment ça va évoluer dans le temps. Mais on voit que les gens, bon, ça les inquiète, les consommateurs quand même, l'IA en général, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais il y a un décalage entre l'environnement et le reste. Et en fait, il y a côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde sur l'ensemble des technologies. C'est pas vrai que de l'IA, mais elles ont des aspects positifs, elles ont des aspects négatifs. Et les aspects négatifs, on en a parlé, hein, ça génère des déchets, ça consomme de l'eau, ça produit... Mais on a tendance à ne pas voir les aspects positifs. Or, il y en a quand même beaucoup sur l'IA prédictive, notamment plus que sur l'IA générative. Ça permet d'optimiser l'énergie, ça peut permettre d'optimiser les ressources. Le climat, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Or, le principe de l'IA, c'est justement d'arriver à modéliser des choses complexes avec énormément de paramètres. Donc, en fait, ça peut être utilisé pour améliorer les prédictions climatiques, pour optimiser, par exemple, des supply chains. Tu auras plein d'études de cas là-dessus, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails concrets de qui fait quoi, mais et par un Carrefour, un Too Good To Go, ils utilisent l'IA pour réduire le gâchis alimentaire. Vous avez des camions qui tournent à vide, qui vont de Montpellier jusqu'à Rungis avec des fruits, et ensuite qui redescendent à Montpellier parce que ils n'ont pas... Enfin, il y a des aberrations qui peuvent être optimisées, et l'IA, ça permet de réguler en fait l'offre et la demande. Et un cerveau humain est pas capable, quand il y a beaucoup de paramètres, de réguler l'offre et la demande avec plein de paramètres. Et donc, il y a plein d'enjeux positifs de l'IA qui peuvent être utilisés et qui ne sont pas suffisamment mis en avant. Donc ça, ce sera l'objet de ce que Mathieu va vous raconter tout à l'heure. Mais juste pour remettre les choses à leur place, moi j'aime beaucoup cette citation de Melvin Kranzberg. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était un prof d'histoire à Georgia Tech. Et il a dit, la technologie, elle est ni bonne ni mauvaise, mais elle n'est pas neutre non plus. Et donc, en fait, oui, il y a des cas d'usage qui sont positifs, il y a des cas d'usage qui sont plutôt dommageables et qui sont même dangereux, parce que l'IA peut être dangereuse, vous le lisez tous les jours dans vos journaux, mais elle n'est pas neutre. Et c'est ça qui est important, je pense, de retenir. Et la question, c'est finalement celle de la mesure, et c'est ça, ça va être ça tout l'enjeu. Et puis, on dit IA, mais en fait, il y a plusieurs IA. Et pour très schématiquement, il y a l'IA générative depuis 2017 et les transformers, et depuis 2022-23 avec ChatGPT, dont on n'arrête pas de nous parler tous les jours, et vous voyez, il y a plein d'outils qui sont mis à disposition, mais le deep learning, le machine learning existe depuis bien plus longtemps, et en fait sont bien plus déployés que l'IA classique, et permettent des cas d'usage environnementaux qui sont intéressants. J'en ai déjà évoqué quelques-uns. Mais typiquement, on peut aussi, en utilisant des données satellites et en combinant différents types de technologies, je fais des jumeaux numériques. Siemens, par exemple, ils ont construit une usine en Chine avec un jumeau numérique, un double de l'usine, et ils ont économisé énormément, à la fois en coût, tant mieux pour eux, mais aussi en impact environnemental, en concevant en fait l'IA avant de déployer physiquement l'usine. Donc c'est idiot, mais c'est des choses qui permettent réellement d'avoir un impact environnemental très fort. Et donc, il ne faut pas tout mélanger non plus, parce qu'au final, les bénéfices de l'IA générative, il y a quelques cas d'usage très intéressants qui sont au service de l'environnement, qui fait du sustainability reporting aujourd'hui. Tu disais que tu étais un des premiers là-dessus. Bon, ça permet de nettoyer la data, ça permet de l'optimiser, ça peut être très utile là-dessus. Climate Q&A, ça vous dit quelque chose ? C'est parce que l'IA générative, c'est beaucoup des chatbots optimisés, etc. Equimetrics, qui est une boîte de conseil, a lancé un chatbot qui s'appelle Climate Q&A, qui est basé en fait sur les ressources documentaires du GIEC. Et il travaille avec les scientifiques du GIEC. Et c'est super paradoxal, mais les scientifiques du GIEC n'utilisent pas en fait ou très peu l'IA jusqu'à maintenant. Alors qu'ils ont les bases documents. Si vous voyez la somme de documents, si vous avez déjà lu le rapport du GIEC, c'est quand même costaud en termes de sources. Et bien là, en fait, vous interrogez Climate Q&A, vous posez les questions que vous voulez, et c'est adapté à votre audience, à votre profil, si vous êtes un jeune, pour expliquer. Donc ça peut avoir plein de vertus très, très positives. Alors, une fois qu'on a dit ça, alors déjà, je fais une toute petite pause, parce qu'on vous a dit qu'on vous laisserait interagir, puis en fait, je parle tout le temps, c'est mon gros défaut.
Donc je fais une pause, je m'arrête. Avant qu'on parle Greenea, IA Flugal et puis les cas IA environnement, est-ce que ce que j'ai raconté là, vous connaissez par cœur? Est-ce que vous les zoomez, vous avez des questions? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est pas clair? Il y a un point, ouais, je veux dire, alors, on a tendance à dire, voilà, c'est bien pour optimiser des flux, des choses que c'est que et c'est du genre pour faire plus, qui est un problème, une clé qui est plus dans un mot idée, c'est chaud. Oh, voilà, je pose ça, c'est moi qui pense, c'est pas ma boîte, mais je ne peux rien de qualité. Mais je viens de dire, Non, mais vous avez tout à fait raison et c'est le vraie difficulté, c'est qu'en fait, avec l'IA, je parlais de gain de productivité et tous les acteurs du numérique et de l'IA vont vous dire, en fait, non, on arrive à optimiser l'efficacité énergétique. Donc, tous les serveurs, tout ça, cette consommation, on va la diviser par 10, on va la diviser par 100. Mais il y a ce qu'on appelle l'effet rebond et donc, du coup, effectivement, si c'est super optimal et que c'est moins cher, je vais consommer plus. Là, le pétrole baisse, super, donc je vais augmenter plus. Et donc, ce côté Jekyll and Hyde, enfin, je veux dire, l'industrie pétrolière utilise l'IA pour détecter des nouvelles sources de forage, pour être plus productive, plus efficace. Et donc, il y a toujours cette course à la productivité, ce risque de l'effet rebond. Et c'est ça qui est très difficile à mesurer dans les logiques coût-bénéfice. C'est que, OK, on optimise, alors du coup, on va consommer plus. Et donc, il y a un enjeu économique. Voilà, ouais. Alors, il y a l'effet rebond, et puis il y a autre chose, et je pense que ça va te parler, c'est... vous êtes au courant, en Europe, il y a un grand plan de transition écologique. Ça s'appelle le Green Deal. Fit for 55, on va descendre toutes les consommations de 55%. Les industriels, ils sont déjà dans la seringue, quoi. Et ils ont déjà descendu de près de 50% leur consommation depuis 1990. Et donc, par exemple, sur les 2 gros pôles industriels français, à Dunkerque et à Fos-sur-Mer, il y a des grands industriels qui font de l'acier, qui font de l'aluminium, qui sont les plus grands émetteurs de carbone. Je parle que de carbone, là. Donc, ils ont une trajectoire très, très, très de restriction des consommations d'énergie, avec des plans d'investissement colossaux. Et pour ces plans d'investissement, il faut aller vers l'électrification. Donc, il y a des nouvelles lignes de RTE, des nouvelles centrales qui sont imaginées pour ça. Donc, ça réduit la consommation, mais en même temps, ça met une pression sur le schéma électrique. Et parallèlement, on a l'IA, on est en euphorie, comme on a connu l'euphorie sur le mobile à un moment donné. Non, on veut pas d'imitation, quoi. Donc, en fait, la question se pose si les gains qui sont réels, qui sont réalisés sur l'industrie, vont pas être grignotés, ça c'est sûr, il faut être grignoté, mais à quel point par tous les secteurs où il y a de l'euphorie. Que ce soit le secteur de l'IA, ou peut-être la finance à certains moments, etc. Donc, se pose cette question-là de l'arbitrage des usages. Et en fait, qui décide? la question aussi de la mesure, alors j'ai mis un peu j'en ai pas fait, j'ai pas eu l'occasion, mais c'est reporting CSRD qui essaie d'apprécier la totalité des choses. J'ai un exemple en Focus Private où on a supprimé des appels téléphoniques, plein de choses en étant chat. Comment est-ce qu'on mesure? Comment on valide la mesure du gain qui a été fait, qui par ailleurs consommait quelque chose? Mais comme on n'avait pas l'antériorité, donc... Ça, c'est un gros problème. Et aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances et la suite des décisions qui ont été prises il y a 20 ou 30 ans, on a décidé de quantifier les choses. Donc, il y a notamment le bilan carbone. La France n'y est pas pour rien. Et donc, on s'est dit, on va prendre des méthodos hyper compliqués pour quantifier le carbone. Carbone, c'est relativement simple. C'est extrêmement complexe. Mais par contre, mesurer l'impact sur l'eau, mesurer l'impact sur les terres, le phénomène d'eutropisation pour ceux qui... Est-ce que les terres, on les menace, on les met sous pression ou pas? Les impacts sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité du sol, ça c'est extrêmement complexe. Et c'est pour ça qu'on les méthodes les plus avancées, c'est en anglais LCA et puis en français ACV. Donc analyse du cycle de vie. Donc on prend un phénomène, donc, par exemple les centres d'appel. On regarde depuis l'achat des tables pour le service client jusqu'à la fabrication des casques, jusqu'à la mise au rebut, combien ça a consommé dans tous les étages de l'environnement. Et ensuite, on va comparer à l'IA. Ça, cet outil, il n'est pas opérant. Pour ton use case, il n'est pas opérant parce qu'on ne sait pas le faire. À la limite, on pourrait le faire pour un service client classique. C'est encore possible. Mais pour l'IA, absolument pas, parce que les bases, même s'il y a des études en cours, ne sont jamais à jour. Et qu'il y a un manque de transparence. Ouais, les plus
j'ai l'impression qu'en fonction de qui fait l'étude, J'ai parlé de biais tout à l'heure. Les pros IA vont dire que ça consomme que là, que vont dire que les data centers, c'est un cycle fermé d'eau, etc. Les anti-IA vont dire que c'est le diable. Donc, qui croit? Après, il y a quand même un certain nombre d'évaluations scientifiques qui, moi j'aurais tendance à dire, vu le vent de déni scientifique qu'il y a effectivement en ce moment, notamment aux États-Unis, mais il y a quand même des faits, il y a quand même des éléments, des études scientifiques qui prouvent que l'impact, il est beaucoup effectivement sur les devices, sur les hardware, sur les serveurs. Oui, la data a effectivement un impact. Tout dépend, déjà, ça varie selon les régions, selon le type d'énergie qui est utilisé. C'est pour ça que dans les réponses que tu as données, dans les questions que vous avez posées, il y a déjà tous les mots-clés sur ces éléments-là qui ont la mesure. Donc, je vais donner quelques éléments un peu plus précis de chiffrage sur qui mesure quoi et où est-ce qu'on en est là-dessus. L'aspect de transparence, parce qu'au final, tout ça passe beaucoup sur le cloud. Et les hyperscalers, et ni Google, ni Microsoft, ni Amazon, qui sont les trois hyperscalers, ont 70-80% du marché, ne sont très transparents là-dessus. Il y a le sujet de l'efficience du hardware, c'est-à-dire est-ce que vous avez le vrai risque, le vrai impact, ça va être des nouveaux PC IA et des nouveaux smartphones IA. Si vous avez l'IA sur un vieux truc, bon, ça fonctionne, mais vous n'avez pas forcément besoin de ça. Dans une boîte, aujourd'hui, si vous êtes designer, si vous êtes développeur, oui, vous avez sûrement besoin pour certains, un IA, un PC boosté à l'IA, mais la majorité des collaborateurs n'en ont pas besoin. Il y a des logiques de recyclabilité, d'économie circulaire qui se mettent en place aussi chez les Dell et chez les Cisco. Et puis, en fait, il y a très peu de boîtes qui mesurent aujourd'hui l'impact environnemental. D'ailleurs, c'est à peu près le même pourcentage, quoi. Il y a 10% des boîtes qui mesurent ça, de l'IA générative et même de l'IA, on parlait de CSRD reporting, mais des boîtes qui font bien scope 1, 2, 3, c'est de l'ordre de 10%. C'est quoi scope 1, 2, 3? Alors, scope 1, 2, 3, c'est la mesure de l'impact des émissions de carbone selon un périmètre donné. Donc, scope 1, ça va être ce que vous générez, produisez, etc. Le 2, ça va être l'énergie. Et le 3, ça va être plutôt les achats indirects ou c'est l'ensemble quand on regarde la chaîne de valeur. Je caricature et je vais ultra vite, mais c'est une méthodologie qui permet de définir un périmètre d'émissions carbone selon différentes entités. C'est très normé. Tu prends les émissions indirectes, en fait. Le fait que tu existes, que tu aies ton activité, c'est ça, des émissions indirectes pour quelqu'un d'autre autre part. J'ai une question, du coup, moi, je fais le bilan carbone de ma boîte. Est-ce qu'un jour, on va intégrer IA dans le bilan carbone? Comment on va pouvoir le mesurer? Normalement, dans un bilan carbone, tu dois faire ta matrice de matérialité pour identifier les choses qui sont importantes pour ta boîte, les choses qui sont les plus importantes. Donc, tu travailles dans quelle industrie? Dans quel secteur? Une société de conseil, il est clair que le bilan carbone, c'est les déplacements des consultants et les devices. C'est probablement le plus important dans la matrice de matérialité. Et donc, comme c'est plus important, tu vas passer du temps à regarder ça. Et effectivement, tu vas te rendre compte que, en regardant les rapports, que d'abord, il faut regarder les devices, la fréquence de changement, comme disait Thomas, ce qui n'est pas un nouveau problème, parce que c'est un problème des télécoms mobiles depuis 20 ans. Et derrière, la question se pose, c'est probablement l'arbitrage entre l'empreinte environnementale des devices et de la donnée. Aujourd'hui, on la connaît pour les anciennes consommations, l'ancien usage. Mais avec l'IA, quand on envoie une requête qu'elle est analysée aux États-Unis, qu'elle repart sur 3 serveurs, etc., peut-être que ça change. Et peut-être qu'il y a un peu plus de consommation liée à la donnée. Donc, Scope 3 dans ce cas-là, pour ce qui est usage. De toute façon, le scope 2, c'est que la consommation électrique, on va dire. Et en scope 3, c'est tout le reste. Ça va des matériels et tout ça. Donc oui, tu as notre bilan carbone, tu dois pouvoir l'évaluer. Et c'est toujours pareil, le bilan carbone, c'est itératif. Donc au début, les grandes masses, puis ensuite, aller de plus en plus haut. Mais c'est justement, ça permet d'avoir déjà les grosses mailles, parce que si on est dans l'agriculture, on sait que ces enjeux-là vont pas être les plus importants et que le scope 3, il va être justement pas mal avec les fournisseurs. Mais la vraie question, le vrai enjeu, c'est la mesure. Et aujourd'hui, il y a des problèmes de transparence, et ça, c'est une étude que Capgemini a fait auprès d'un certain nombre de dirigeants qui est plutôt bien ficelée et qui montre que l'environnement, c'est pas encore un élément de la prise de décision. On est sur la performance, on est sur le passage à échelle, on est sur les enjeux de sécurité, et tous les data centers qui vont être construits en France dans le plan IA, en fait, le but, c'est faut aller vite, faut les construire rapidement, il y a un problème d'autorisation, et
objectivement, ils s'en foutent un petit peu de savoir que ça coûte plus cher, même si ça pollue plus. C'est bien, faites tout ce que vous voulez en amélioration environnementale, on s'en fout, on veut que vous alliez vite et que ce soit lancé. Alors, ça devient, ça dépend des industries. Non, il y a des acteurs qui sont un peu plus sensibles à ça, mais pour l'essentiel, oui, c'est pas encore malheureusement un critère de choix. Après, c'est moins vrai en France et en Europe. Et il y avait des acteurs, vous avez des acteurs, Capgemini en fait partie, Soprasteria aussi, et qui maîtrisent. Il y a quelques boîtes qui, d'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, peuvent vraiment aider à opérer, à conseiller là-dessus. Mais c'est pas encore ni bien mesuré ni important. Mais il y a des moyens de le faire. Et je vais mentionner quelques éléments. Il y a plein d'approches pour optimiser et rendre l'IA plus frugale. Il y a l'AFNOR qui vient de rendre une norme, et je vous invite à la lire si vous voulez savoir comment faire, parce qu'il y a déjà une documentation qui permet de le faire, et on peut jouer à plusieurs niveaux. On peut jouer au niveau de l'infrastructure, on peut jouer au niveau du hardware, on peut jouer au niveau du logiciel, au niveau du code, au niveau des algorithmes, et il y a plein de moyens de le faire. Mais je vais passer rapidement, puis il y a des outils comme Ecologits qui sont open source, qui permettent justement de mesurer l'impact de l'IA générative. Donc, c'est pas vrai que les outils n'existent pas, entre guillemets, ils existent. Il faut déjà commencer par mesurer, se renseigner, et il y a énormément de documentation qui existe. Le point sur lequel je vais finir pour te laisser là-bas, c'est pour qu'on aille vraiment sur la partie l'IA au service de l'environnement. Le point important à souligner, c'est que, et ce serait, si j'avais un seul message à vous laisser, c'est celui-là, l'IA ne répond pas à tous vos problèmes. L'IA prédictive peut déjà être largement suffisante par rapport à l'IA générative. De bonnes vieilles analytics sont parfois suffisantes, et il faut arrêter d'utiliser l'IA pour un oui, pour un non. Donc le meilleur moyen d'avoir une IA frugale, c'est vous en tant que consommateur d'arrêter d'utiliser des outils ultra complexes de raisonnement pour une requête toute basique que vous pouvez faire ailleurs, ou de générer ces fameuses... Parce que là on parlait des images, mais demain ça va être des idéaux sans aucun problème. Et c'est déjà le cas. Et puis dans les entreprises et dans vos entreprises respectives, non, il n'y a pas forcément toujours besoin d'IA. Et il y a énormément de documentation qui existe. Donc c'est un premier réflexe pour limiter l'impact environnemental de l'IA. La vraie question qui nous intéresse, c'est de dire, est-ce que l'IA peut servir pour l'environnement et réduire la crise climatique et les fameuses limites planétaires dont on parlait? Et oui, il y a déjà des éléments de réponse, il y a des cas d'usage et que Mathieu va vous présenter. Voilà, donc oui, pour conclure sur cette partie, si l'environnement, toutes les ressources, c'était dans un jeu à somme nulle, on voit que toutes les industries traditionnelles baissent leur production de CO2, par exemple, mais aussi leurs autres externalités de pollution, et l'IA augmente. Donc forcément, à un moment donné, et c'est normal, on est dans une période d'euphorie, mais à un moment donné, va se poser la question. Et du coup, si on voit deux courbes qui se croisent, on peut se poser la question de à quoi on va utiliser cet outil qui a l'air surpuissant. Et du coup, c'est la question de l'impact et la question des besoins de ce qui est essentiel dans nos vies, quoi, finalement. Et on a choisi de parler de l'environnement, mais finalement, je vois Aska dans la salle, donc je me dis, bon, le truc fondamental pour l'IA, c'est d'améliorer mon bien-être, non? Enfin, je veux dire, le truc le plus important pour moi, là, tout de suite, c'est d'améliorer mon bien-être. Est-ce que l'IA peut participer à ça? Puis si j'étends un peu les choses, est-ce que ça peut participer? Je reviens à la keynote de ce matin, je ne sais pas ceux qui l'ont vu, mais est-ce que ça peut participer au bonheur de ma famille? Et puis, est-ce que ça peut participer à une société qui fonctionne mieux, qui est plus efficiente, et puis qui nous donne plus de bonheur? Et puis au-delà de ça, on arrive à quelque chose, une abstraction, cette notion d'environnement. Où en fait j'ai des désirs, moi j'ai envie d'aller à la plage, et du coup j'ai envie que cette plage elle soit chouette pour en profiter. Est-ce que l'IA peut permettre d'améliorer cet environnement dont je profite? Et puis plus fondamentalement, c'est l'environnement dont je profite pas, mais sur lequel on est assis parce qu'on a besoin à la fois de ressources et d'un équilibre planétaire pour continuer à exister. Donc la question de l'essentiel. Et l'IA, on sait que ça marche bien, notamment pour l'optimisation. Et c'est pas nouveau, quoi. C'est-à-dire que les algorithmes marchent très bien, souvent pour de l'optimisation. L'optimisation sous contrainte, c'est une discipline qui a des dizaines d'années. On peut optimiser des systèmes complexes sans utiliser de l'IA. Simplement, des fois on le fait pas bien, et l'IA permet d'aller plus vite, trouver un point d'optimisation. Donc ça, c'est un point vraiment positif. Ensuite, la deuxième grande thématique où l'IA marche bien, c'est prévoir.
prévoir les choses, parce que pour prévoir, sans IA, c'est compliqué. Il faut faire un modèle, il faut vérifier que le modèle marche bien, et ensuite vérifier que le modèle prévoit et voir à quel terme il prévoit. Donc, tout bêtement, la météo, hein, c'est difficile de prévoir le temps qu'il fera dans 5 minutes, mais par contre, dans la journée, on arrive à avoir des bonnes prévisions. On a des modèles différents. Et l'IA promet de trouver des modèles qui sont beaucoup plus efficaces. Et enfin, que ce soit de l'optimisation ou de la prédiction, il est sûr que l'IA a démontré par plein de use cases qu'on peut manager de façon beaucoup plus précise, avec plus de précision et d'efficience, les systèmes complexes. Donc la question est vraiment de trouver la balance entre ces impacts négatifs qui existent, et comme vous le disiez Thomas, c'est pas que l'énergie, c'est aussi l'eau, c'est aussi l'air, c'est aussi la pollution des sols, et ce qui conditionne en fait la production de tous les secteurs et notre bien-être individuel et collectif. Donc quel impact positif, à quoi on peut utiliser l'IA? Donc grosso modo, il est clair qu'en termes d'optimisation, on peut l'appliquer à tous les secteurs. C'est un outil extrêmement puissant, donc l'agriculture, le bâtiment, le transport, l'industrie, la production d'énergie en tant que telle, le retail, ça s'applique à tout. Parce que partout, il y a des problèmes d'optimisation. Et quand je dis optimisation, ça veut dire qu'on a déjà défini un problème qui est en partie on arrive à trouver une solution en face, mais qui n'est pas optimum. Et on demande à l'IA de faire encore mieux que ce qu'on peut faire. Mais c'est sur des problèmes bien identifiés. L'IA permet, dans tous ces secteurs, de prendre des décisions un peu plus stratégiques. Donc, quand je dis stratégique, je me dis, je vois un petit peu plus loin, j'essaie d'aller là-bas, je ne peux pas y aller directement, donc il faut que je dessine un chemin. Ça, c'est toujours un peu difficile. Donc, l'image que je peux employer, c'est si je prends sur une course à voile, par exemple, le Vendée Globe, ou etc., il y a de plus en plus vous pouvez jouer à ça, à optimiser les voiles pour maintenir la trajectoire. Et l'IA va être très bonne là-dessus, pour essayer de prendre des décisions stratégiques, à la fois le point où on veut aller, et puis quel bord je veux tirer en voile pour aller à l'endroit où je veux aller. Le design de produits et de services, il est clair que prendre en compte l'environnement, c'est très peu fait aujourd'hui dans le design de produits et services, parce que c'est trop complexe. Donc on veut déjà optimiser le coût de production et l'usage, la désirabilité des produits. Ça fait déjà beaucoup. Et introduire l'environnement, c'est trop complexe dans les systèmes actuels de design, donc l'IA va probablement permettre de le faire. Troisièmement, toute l'exploitation, les opérations, il est clair qu'il y a plein de problèmes de logistique, de flux, de matière, de distribution. Et là, on est typiquement sur des problèmes que l'IA peut permettre d'optimiser. Ensuite, il y a autre chose qui n'est pas beaucoup fait non plus, c'est comment je prends en considération tous les facteurs environnementaux. Donc, tu parlais tout à l'heure de Taïwan. Aujourd'hui, l'été prochain, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais il y aura probablement des phases de sécheresse dans certains pays du monde, ça c'est sûr. Et en fait, les phases de sécheresse ont déjà un impact notable, significatif sur la production industrielle, mais aussi sur la production des centrales nucléaires. Même sur la Loire, où il y a quand même de l'eau, quoi. On n'est pas en Irak où il y a tellement plus d'eau que les poissons n'arrivent plus à avoir assez d'oxygène. Mais malgré tout, les fonctionnements industriels sont basés sur des contraintes environnementales assez stables. Et là, on a cette difficulté-là. Donc, il va nous falloir nous adapter et prévoir l'évolution de ces facteurs environnementaux, également pour juste la production. Et puis, dans tout le système de management des risques, un risque, c'est compliqué. Aujourd'hui, ça se manage par des plans de risque qui sont assez statiques. Et finalement, manager des risques de façon dynamique, en live, et on va voir des exemples, c'est rendu possible par l'IA. Donc rentrons un peu dans les différents secteurs. Premièrement, sur la chaîne de production d'énergie et de sa distribution. Donc on a un spécialiste dans la salle, t'hésites pas à me couper si jamais je dis des bêtises. Donc voilà, 3 exemples. Chez ABB, donc, qui produit plein d'équipements électriques, ils disent qu'ils ont une application qui permet de prévoir la demande de façon dynamique. Plus on prévoit la demande, plus on est capable d'adapter l'offre et la demande, la production d'énergie et sa consommation. Est-ce qui s'est passé en Espagne, Portugal, je demande ça. Les plus vrai. Et de moins en moins vrai, ouais. Donc c'est la question, c'est jusqu'où c'est vrai, quoi. C'est sûr qu'on a des gains à faire,
Ça, c'est évident. En France, on est très doué là-dessus pour prévoir la demande. Chez EDF, il y a une voilà, mais dans certains pays, l'énergie est pas du tout centralisée. La gestion par exemple, aux États-Unis, c'est beaucoup plus décentralisé. Donc, on est sur des États qui sont dont la gouvernance est faite par des entreprises privées sur des bouts de territoire. Et c'est beaucoup moins interconnecté et centralisé qu'en France. Donc, on va avoir des enjeux de prévision et notamment d'adaptation des systèmes de production. Parce que le nucléaire, ça se pilote un peu. Le renouvelable, ça se pilote peu. Le gaz, ça se pilote bien, avec de la demande. Et comment on va réinventer la consommation et la production d'énergie. Il y a des boîtes qui font de la maintenance prédictive, et c'est important parce que les systèmes électriques sont de plus en plus sous pression, parce qu'on en demande de plus en plus à l'électricité. Et puis enfin, du coup, c'est ce que je disais juste avant, il y a aussi un côté physique. Il faut manager les installations. Une éolienne, quand il y a trop de vent, il peut y avoir de la casse. Donc, il faut pouvoir s'adapter rapidement. Aujourd'hui, ces systèmes-là, ils sont encore peu pilotés de façon en temps réel. Deuxième exemple, l'agriculture. Ça, c'est un exemple beaucoup plus polémique. Est-ce que l'IA va permettre de faire mieux que tout ce qu'on a fait jusqu'avant? Je regarde les mous. Il y a des mous dubitatifs, d'autres. Qui y croit qu'on va produire mieux? Bon, personne ose. Mais la question se pose comme la question s'est posée au moment de la mécanisation de l'agriculture. Il y a eu des gains de productivité et avec des externalités négatives extrêmement fortes, notamment les sols qui sont appauvris. Et puis une baisse de la biodiversité parce qu'on a enlevé les haies dans les petites exploitations. Bon, est-ce que l'IA, qui peut permettre de prendre en compte plus de paramètres et reconnaître des patterns, va permettre de trouver une solution au problème qu'on a nous-mêmes créé par la mécanisation? Et quand même qu'interviennent derrière, c'est très très beau. Il y a le facteur coût. Les variations de cours et tout ça. C'est clair. Sur l'utilisation, par exemple, du glyphosate. Oui, tout à fait. Donc, alors là-dessus, par exemple, sur l'utilisation des intrants, que ce soit les fertilisants ou les pesticides, l'IA, les startups qui sont là-dessus promettent que, en observant la plante, en faisant des mesures, on va juste mettre le pesticide qu'il faut, juste le fertilisant qu'il faut, juste l'eau qu'il faut, qu'on va économiser énormément de ressources. C'est une promesse. Ça reste un peu bénéfice. C'est un peu ce que tu gagnes en utilisant tout ça. Combien est-ce que ça t'a coûté en termes de ressources pour le mettre en place? Oui, non, mais c'est toujours la même discussion, mais je pense qu'il faut aussi avoir en tête, et je crois que c'était ce qui était évoqué, ce que tu m'as raconté de la keynote de ce matin, c'est un outil et il y a des logiques scientifiques derrière aussi qui permettent à l'IA un peu concevoir, comme dans l'industrie des nouveaux matériaux, on peut imaginer beaucoup de choses. Enfin, il faut aussi faire confiance à la science. Je ne suis pas en train de dire, tout dépend dans quelle mesure on l'encadre et on mesure justement ce coût-bénéfice, mais en soi, quand vous voyez les innovations qu'il y a dans ce domaine-là, alors c'est encore relativement nouveau, mais il y a un potentiel énorme. Il ne faut pas se dire, parce que, alors oui, il y a un risque que ça aille vers un truc encore plus productif, c'est la question après du modèle économique, mais en soi, l'outil permet des choses qui sont quand même, en termes d'innovation dans l'agriculture, assez bluffantes. Mais effectivement, c'est le problème le plus polémique parce que l'IA va résoudre des problèmes qu'on connaît, mais les problèmes qu'on ne connaît pas, en fait, on ne sait pas entraîner l'IA à comprendre les conséquences de nos choix. Et quand on a enlevé les haies dans les bocages en France, on pensait que c'était une bonne chose, qu'on allait juste produire plus, et on n'ait pas vu les conséquences. Alors, espérons que l'IA puisse repérer des patterns avec plein de points d'observation, et je vais revenir sur la toute dernière slide, parce qu'on a des moyens aussi d'observer ça. Mais en tout cas, voilà, là on se dit, oui, l'IA peut permettre de résoudre des problèmes, mais la vision systémique, elle ne l'a pas forcément. Et donc, c'est pour ça que c'est l'exemple le plus polémique. Est-ce qu'il vaut mieux confier les champs à des gens qui font de l'agroforesterie et qui ont une perception et une culture de la nature en tant que telle, ou alors faire confiance à ces startups? On ne sait pas encore. Aujourd'hui, pour donner un cas concret, si tu mixes ces données-là avec des données satellitaires, tu peux, grâce à l'IA, accélérer l'analyse de toutes les problématiques de déforestation. Donc, il y a des choses très très concrètes, anticiper les feux les feux de forêt. Je vais revenir là-dessus, réalité, quoi. Donc, je vais passer à celui-là, mais c'est sûr qu'il est polémique, celui-là. Mais en fait, quand on regarde bien, dans tous les secteurs, ça peut être polémique. Le problème du bâtiment. Donc,
là, on est dans un grand bâtiment magnifique, il y a des clims de partout, en même temps, on peut ouvrir les fenêtres. C'est extrêmement difficile à piloter l'énergie d'un bâtiment. Extrêmement difficile. Vous le savez parce que il fait trop froid, maintenant il fait trop chaud. Donc déjà, on le voit sur l'usage, mais dans la réalité du pilotage des bâtiments, je travaillais à un moment dans l'immobilier, il y a ce qui s'appelle des gestions techniques du bâtiment, ça existe depuis 30 ans. C'est des algorithmes et des machines qui ont des capteurs et qui optimisent. La réalité, c'est que la plupart des bâtiments sont équipés en gestion technique des bâtiments, mais ces équipements ne sont pas réglés. Donc, ils ont une consommation catastrophique, et dès qu'on met de l'IA, on a du gain. Mais est-ce que le gain, on l'attribue à l'IA, ou est-ce qu'on l'attribue au fait de juste passer un peu d'attention à régler cette gestion technique du bâtiment? Et toute la difficulté, c'est ça. J'ai accompagné une startup qui bosse là-dessus. Ils voient 20 à 30% de gains par rapport à un bâtiment, mais par rapport à un bâtiment qui n'est pas géré. Donc là, on a ce biais du facteur humain. Est-ce qu'on a vraiment pris les moyens basiques, frugaux, de régler son bâtiment ou pas? Et c'est là qu'il y a l'effet rebond et qu'on voit chez les particuliers. Les début commencent à faire des efficacité énergétique réduite à l'UP du mode de la consigne. Finalement, tu viens pas. C'est-à-dire que On dit là, l'effet robot, ils augmentent La température pour un peu plus chaud, par exemple l'hiver. les là, tu pilotes par un portefeuille, mais tu pilotes pas qu'on réconforte. 19 degrés, c'est pas confortable. C'est les années 80, enfin, dessus de la crise du pétrole, qui a défini 19 degrés comme température de confort. je fais des études sur le confort comme j'ai faites, c'est pas confortable. C'est pas, oui, alors, gérer des températures, il y a la température pour dormir, il y a la température de lit pour et là, il y a la température derrière, les beautés quand on met C'est échelle 19 et 20, 21. Alors, donc, tout ça pour dire, On a dit, c'est en hiver, ça c'est hyper illustratif, c'est-à-dire c'est un problème complexe parce qu'il y a de l'humain et qu'on a tous des demandes différentes et qu'il faut adapter. Et c'est vrai qu'il y a des bonnes promesses là-dessus. Et c'est pas plus compliqué que ça. On veut diminuer la consommation du bâtiment compte tenu d'un certain nombre de critères. Et c'est là que l'IA va permettre de repérer des patterns qui ne seraient pas modélisables, en fait, parce qu'on n'arrive pas à modéliser les flux de chaleur, par exemple, dans un bâtiment, ou les flux de froid. J'avance un petit peu, parce que je voudrais vraiment avoir le temps de vous parler de quelque chose. Dans la supply chain, ça marche bien déjà. Ça marche très, très bien. Là, j'avais quelqu'un du groupe Vinci, il m'expliquait un use case. Grosso modo, ils ont des flux de maintenance, ils doivent réparer des camions. Et jusqu'à présent, c'est compliqué d'optimiser ces trajets. Donc, quand il y a un camion en panne, on y va. Et puis, voilà. En implantant un algorithme qui permet de prévoir quand est-ce que la maintenance doit se faire et en optimisant les trajets, ils ont divisé par 3 les consommations énergétiques pour aller faire la maintenance de ces camions. Donc ça marche dans les entrepôts, ça marche pour les grands transports, mais c'est vrai aussi que c'est des secteurs qui étaient extrêmement consommateurs, où il y avait énormément de gaspillage. Donc c'est là qu'on trouve les gains les plus forts, toujours. C'est toujours ça. Et après, on peut se poser la question plus fondamentale, est-ce que je préfère acheter une tomate qui vient d'Espagne ou du Poitou-Charentes? Évidemment, ça ne masque pas les questions essentielles, mais peut-être que ça va si on applique l'IA à ces questions essentielles, peut-être qu'on trouvera les meilleures réponses en même temps. Mais il faut poser les bonnes questions. Et enfin, ça c'est un message qu'on partageait, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de monitorer l'environnement au sens de la nature, au-delà de l'environnement dont on tire les ressources, mais la nature, notamment parce qu'il n'y a pas d'économie, enfin, il y a très peu d'économistes qui travaillent sur le bien commun. Donc on sait maintenant, il y a des gens qui essayent de dire, voilà, la forêt amazonienne, si on la détruisait, on perdrait 23 milliards, ou je ne sais quoi. Bon, en réalité, sans nature, on a 0 PIB, ça on le sait. Et après, il y a des gens qui préfèrent quantifier de façon précise pour le mettre dans les équations, dans les business models. D'autres qui disent c'est pas la peine parce qu'en fait c'est essentiel, donc il faut le préserver. La question reste posée. C'est sûr, il y a des outils qui permettent d'être réactifs. Par exemple, la solution Pyronir, c'est une association française qui permet de détecter les feux de forêt et qui a du super potentiel parce qu'aujourd'hui, il y a toute une organisation publique-privée en plus en France pour mieux détecter les feux de forêt. Les caméras, ça marche déjà bien, mais si on met de l'IA dessus, ça marche encore mieux, c'est évident. Sur la biodiversité, il est clair que quand on manque parfois de données en temps réel, on a des données d'il y a 20 ans,
grâce à des observations satellitaires, on est beaucoup plus précis. Et si on est plus précis, ça c'est la promesse des années 70, c'est les entreprises sont responsables, les gouvernements sont responsables, donc on va prendre soin, on est responsable, on va quand même pas se faire du mal à nous et à nos enfants. Bon, donc du coup, si c'est vrai, si on est responsable, si on a une meilleure source de données, si on a les meilleures données, on prendra des meilleures décisions. Mais ça ne résout pas le problème de est-ce qu'on est réellement responsable, est-ce qu'on accorde le temps, l'argent, les ressources aux questions essentielles. Et donc, ah oui, j'avais pas mis de slide. Là, je voulais vous parler justement de cet exemple-là. J'ai discuté il y a quelques jours avec la conseillère spéciale du directeur général de l'IGN. L'IGN, vous savez, c'est le vieil organisme qui a marqué son logo quand vous prenez la carte pour aller en rando cet été. Ils font un travail fantastique. C'est une spécificité française d'avoir un grand organisme qui à la fois cartographie le territoire de façon très précise, pas seulement pour faire des cartes de rando, mais aussi pour apporter des éléments de décision aux décideurs politiques, publics et privés, puisqu'il y a beaucoup d'informations en open data. Il fallait 15 ans pour faire voler des avions sur toute la France et cartographier la France à 20 cm de précision. Mais ça a été fait. La dernière édition, ça a pris 15 ans. Désormais, avec les systèmes embarqués, les lidars, vous savez, les radars embarqués par les avions, c'est fait par avion. Et avec l'IA, on arrive à beaucoup plus vite processer la donnée. Et donc, on va être capable de produire ces cartes tous les 1-2 ans. Donc, ça veut dire des éléments de décision qui sont beaucoup plus up-to-date. Parce que finalement, quand on met 15 ans pour produire une carte, elle est déjà totalement passée. Donc du coup, on l'écarte et on ne peut pas prendre des décisions là-dessus. Si on a des outils de décision globaux, et là, on parle de bien commun, on parle de regarder quels sont les couverts végétaux. Est-ce qu'ils ont augmenté, diminué? Est-ce que le trait de côte a bougé? Le trait de côte, vous savez, c'est la façon que la mer épouse le paysage ou alors grignote. Si on a la vision des glaciers, mais aussi si on a la vision de l'étalement urbain, de l'emprise foncière des bâtiments, là on est capable d'avancer. Et on est dans les pays au monde qui a un cadre réglementaire, par exemple zéro artificialisation nette, le fait de se dire maintenant si on veut faire un projet industriel, il faut qu'on aille pas consommer de sol vierge, mais compenser avec un sol qui est déjà utilisé. Tout ça, ce n'est possible que si on a des outils d'IA destinés aux grands décideurs et partagés à tout le monde. Et là, on a la chance d'avoir un institut qui est capable de le faire et qui produit énormément de données. Donc, c'est à la fois une ressource stratégique pour la France, une ressource économique très forte parce que les gens qui créent de la valeur, les industriels, etc., ils ont besoin de ces données-là. Et aussi un outil citoyen. Donc, je trouve ça assez fantastique de se dire qu'ils sont en train vraiment de se doter des outils les plus avancés. Ils ont sorti ce rapport qui est cartographier l'anthropocène, donc l'ère où l'être humain a la plus grande empreinte par rapport au végétal, par rapport à l'animal. Et il est consultable sur leur site. C'est assez fantastique. Et la dernière chose que je voudrais dire par rapport à tout ça, c'est que par exemple, déployer des solutions centralisées, gourmandes en énergie, pour cartographier la France, un bien commun, et que ça participe à tout le monde, pourquoi pas? Parce que ça a besoin de puissance de calcul. La question se pose pour des applications simples. Par exemple, moi, j'aimerais bien avoir un assistant personnel qui me dit « il faut que tu te lèves à telle heure », qui me met mon réveil, comme ça je ne m'en occupe pas, qui me dise « tiens, il faut que tu mettes un message à Thomas pour vérifier quand est-ce qu'il arrive, etc. » Ça, j'ai peut-être pas besoin de ChatGPT, peut-être qu'il me faut une petite IA entraînée juste pour moi, qui consomme 10, 50, 100 fois moins. Et donc, la question aussi se pose sur l'ingénierie des systèmes d'IA et leur frugalité. Même si on est dans une euphorie et qu'on voudrait qu'il y ait un truc qui nous remplace Dieu, les églises, les prêtres et tout ça, et qui nous réponde à toutes nos questions, il y a probablement le côté pragmatique et le côté très ingé, en fait, d'utiliser des agents qui sont frugaux, qui participent à notre bien-être au quotidien et qui consomment pas trop en fonction de ce que je veux en faire. Voilà ce qu'on avait à vous raconter. On a essayé de donner une vision un peu nuancée sur des sujets très complexes, parfois un peu manichéens, et c'est tout bien ou tout pas bien. Et nous, on essaie d'être pragmatique et concret, donc j'espère que ça vous a intéressé.
Je crois qu'on va devoir libérer la salle, mais en attendant qu'on nous pousse dehors, si vous avez une ou deux questions, on est dispo et puis on peut échanger ou après derrière si ça vous intéresse. Ouais, n'hésitez pas. Et c'est vrai qu'on a fait des recherches, on a trouvé pas mal de données, mais en même temps, on va pas au bout du sujet, on en a bien conscience. Et on aimerait bien si vous avez des choses qui vous viennent en tête, des témoignages, des boîtes qui vont plus loin dans le côté écosystémique, on aimerait bien creuser le sujet encore un peu plus. Merci.